Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Samia Boucheta, écrivain public et consultante formatrice. J'ai fondé mon entreprise individuelle La Plume de Pierrot en septembre 2012. Et depuis, j'écris toutes sortes de textes sur commande pour des particuliers et des professionnels. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'ensemble de mes services sur mon site internet qui s'affiche à l'écran, www.laplumedepierrot.com. Alors, l'une de mes prestations favorites, c'est l'écriture de mémoires familiales et plus globalement de récits de vie. Cela concerne le plus souvent des personnes âgées qui souhaitent raconter leur histoire depuis leur naissance et la transmettre en héritage à leurs petits-enfants. Certains clients sont plus jeunes et ont des motivations diverses et variées. Mon rôle pour ces différents publics, c'est de les accompagner dans l'écriture de leur récit de vie jusqu'à l'impression de leur livre. Voilà. Parmi les travaux récents que j'ai réalisés, je vais vous parler d'un extrait de chapitre que j'ai soigneusement écrit, tout comme l'ensemble des chapitres du livre. Avant de vous le lire, je vais me servir de cet extrait comme d'un support pédagogique pour vous expliquer comment je m'y suis prise pour parvenir aux résultats que vous allez découvrir. De cette façon, vous pourrez mieux vous projeter. Si vous aussi, vous souhaitez solliciter ma plume à plus ou moins long terme. Voilà. Alors, je précise tout d'abord que le projet de mon client a abouti au bout de 7 mois, en partant de sa demande initiale et en allant jusqu'à l'impression de son livre. Sachez qu'en moyenne, un projet d'écriture de livre avec un écrivain biographe requiert de 6 à 12 mois de travail. Voilà. Alors, je vous donne quelques éléments de contexte. Mon client est un homme âgé, grand-père de 2 petits-fils adolescents. J'ai signé un contrat de confidentialité qui m'oblige à ne pas divulguer son identité, donc je ne vous dirai rien. Alors en faisant appel à mes services, il voulait que j'écrive son histoire de sa naissance à aujourd'hui pour la dédier à ses petits-enfants. Et j'ai opté pour un plan chronologique, classique chronologique, qui se compose d'une introduction suivie de 8 chapitres thématiques et d'une conclusion. Donc voilà. Et dans les pages liminaires, j'ai même ajouté une dédicace et des remerciements. Chaque chapitre porte un titre thématique qui correspond en fait à une période phare de sa vie. Voilà. En complément du texte, son livre contient quelques photos et au total, son livre comporte 74 pages au format A4 et 37 pages au format livre de poche. Pour aboutir à ce livre, il nous a fallu une dizaine d'entretiens. Voilà. Alors, ma méthode de travail est simple. Avant chaque séance, mon client et moi, on se met d'accord sur la période qu'on va aborder. Puis, le jour J, je me rends à son domicile avec mon ordinateur et mon dictaphone. Chaque entretien dure 2 heures. Durant ces 2 heures, j'enregistre l'entretien avec mon dictaphone, donc je prends des notes sur mon ordinateur simultanément et je pose des questions à mon client pour préciser ou compléter les informations qu'il me donne. À chaque séance, il me montre des photos ou des documents de toute nature pour étayer ses déclarations. Et il arrive aussi que ces documents ravivent des souvenirs lointains ou confus. Et c'est tant mieux d'ailleurs parce que un souvenir appelle un autre et ainsi de suite. Voilà. Et mon client avait une bonne mémoire, ce qui rendait le texte encore plus riche finalement. Voilà. Alors une fois l'entretien terminé, je retourne chez moi dès le lendemain et je commence l'écriture du chapitre. 2 heures d'entretien donnent lieu à 8 heures d'écriture en moyenne. Voilà, en ce qui me concerne en tout cas. Il y a 2 phases d'écriture. Donc en fait, dans un premier temps, je transcris l'enregistrement. Et à chaque fois, en fait, j'ai juste à vérifier et à compléter mes notes parce que j'ai une force de
j'ai une frappe de texte rapide pendant la séance, donc c'est simplement quelques vérifications et compléments à ajouter, hein, voilà. Une fois que j'ai terminé la transcription, c'est là que le vrai travail d'écriture littéraire commence. On va dire qu'écrire un nouveau chapitre, pour moi, ça représente... c'est comme reconstituer un puzzle, en fait. Hein, comme reconstituer un puzzle. Et donc, à ce niveau-là, je prends mon temps pour bien faire les choses. Voilà. Quand j'ai terminé d'écrire le chapitre, j'effectue plusieurs relectures jusqu'à ce que le rythme et le style me conviennent. Voilà. Et puis je me mets systématiquement à la place de ces lecteurs. C'est important. Voilà. Alors en amont, j'effectue des recherches sur des sites officiels pour vérifier les noms propres, les données historiques et géographiques et aussi les distances. Parce que pour moi et pour mon client, la véracité et la cohérence du récit, c'est primordial en fait. Hein. Voilà, et on préfère éviter les approximations autant que possible. Voilà. Une fois que je suis satisfaite de ma version, je l'envoie à mon client en fichier électronique, il l'imprime, puis il me fait un retour sur le fond. Voilà. Et c'est la même méthode que j'adopte tout au long de ce projet. Alors, mon client, en définitive, a apporté très peu de modifications sur l'ensemble du livre, hein, parce qu'on était bien coordonnés. On était bien coordonnés, donc il a quasiment validé, il a validé quasiment toutes les versions que je lui ai envoyées. Alors, si vous voulez avoir un éclairage sur comment se déroule la première séance d'un récit de vie, je vous invite à lire mon article de blog du 5 septembre 2023 qui s'intitule « Comment se déroule la première séance préalable à l'écriture d'un récit de vie ». Je vous donne un exemple concret avec l'extrait que je vais vous lire. Il faut savoir que ce chapitre, que j'ai intitulé « De Paris à Bonifacio, un changement radical », fait 13 pages A4 en tout. Et pour les besoins de cet extrait, je l'ai réduit à 8 pages. 8 pages, hein. Voilà. Donc il m'a fallu en fait 2 séances de 2 heures pour produire ce chapitre, soit 16 heures d'écriture en tout. Bon, lors de la première séance, mon client a convoqué ses souvenirs des années 1970, ses souvenirs de la Corse et de Bonifacio plus précisément, des années 1970, et il parlait beaucoup de ses emplois successifs en s'appuyant sur ses certificats de travail. Il citait aussi pas mal de noms, mais ce n'était pas suffisant à mes yeux pour faire un bon chapitre. Il manquait en fait les émotions, les anecdotes personnelles, voilà, pour captiver le lecteur et donner en fait du lien à cet épisode clé de sa vie. Alors j'ai eu la bonne idée de lui préparer des questions plus personnelles, plus introspectives pour préparer la deuxième séance. Et là, victoire, j'ai remarqué que j'avais plus de matière pour écrire mon texte grâce à ses réponses. Voilà. Et lui-même, d'ailleurs, m'a remercié d'avoir pensé à préparer ces questions parce que ça l'a vraiment aidé à se remémorer plus de souvenirs, en fait. Hein. Voilà. Donc, je suis repartie chez moi à la fin de la deuxième séance avec une brochure touristique de Cavallo, des photos de Bonifacio et aussi des articles de journaux que mon client avait conservés par le passé. Donc, les photos, elles m'ont permis de resituer les lieux et de choisir les bons mots pour les décrire. Hein, voilà. Et les articles m'ont aidé à trouver des renseignements sur différents personnages que je cite dans ce chapitre, à savoir le prince Victor Emmanuel de Savoie, Mimi également, le cuisinier du restaurant des pêcheurs,
sur les célébrités de Cavallo, sur le FLNC, voilà, tout ça. Parce que ce sont en fait des événements essentiels qui ont jalonné la Corse des années 1970. Voilà. Mon client en était témoin et on ne pouvait donc pas faire l'impasse de ces événements historiques. Voilà. Alors après 16 heures d'écriture et plusieurs relectures, j'étais pleinement satisfaite de mon chapitre et mon client aussi. Et je trouve encore, oui, qu'il y a un bon équilibre entre les descriptions de la Corse et les événements racontés par mon client en tant qu'acteur ou témoin. Voilà, parce qu'il se positionne en tant qu'acteur ou témoin, vous le verrez. Voilà. Mon style lui a paru fluide, donc voilà, et à moi également. Donc ce projet m'a beaucoup plu, ça m'a été très agréable, il m'a été très agréable de collaborer avec lui. Et c'était vraiment une très, très belle expérience pendant 7 mois. Ouais. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment j'ai reconstitué le puzzle de sa vie, je vais passer à la lecture de cet extrait. Vous avez cet extrait sur l'onglet références, rubrique particulier, donc je suis en train de le faire, voilà. Hein, c'est ici, extrait d'un chapitre des mémoires familiales d'un grand-père se confiant à ses petits-enfants. J'ai écrit ce chapitre en m'appuyant sur les souvenirs du client, ses certificats de travail, des articles de presse de l'époque et des photos de Bonifacio. Extrait publié avec l'accord du client, tout droit réservé, Samia Bouchta, 2024. Alors, comme vous pouvez le voir, l'extrait est au format HTML, donc intégré directement à mon site internet, et ça permet d'interdire le téléchargement. Comme mon client souhaite préserver l'anonymat de sa famille ou des personnes qui sont peut-être encore vivantes, j'ai remplacé certains prénoms et noms de famille par leurs initiales. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Alors la famille G par exemple, il y a aussi un V et un M. Ici on a un M. Voilà. Les personnalités, alors voilà, oui, les personnalités publiques, elles sont citées en entier. Vous le verrez. J'ai enlevé également les numéros de ces adresses. Et j'ai enlevé les numéros de ces adresses. Par exemple ici, là, comme vous pouvez le voir. Voilà, on voit que la rue du Général de Gaulle. Et j'ai mis entre crochets les parties du texte que j'ai coupées pour des raisons de confidentialité ou par choix. Donc voilà, par exemple, là, il y en a plusieurs dans le texte. Donc ce sont des passages que j'ai coupés. Voilà. Pendant ma lecture, vous entendrez un bip à la place de ces coupures. J'ai choisi le passé composé à la place du passé simple parce que je trouve que ce temps est plus adapté à la relation familière entre un grand-père et ses petits-enfants. Le passé simple, au contraire, est beaucoup plus formel et il aurait mis trop de distance entre un grand-père et ses petits-fils. Donc ça serait inconvenant et en plus le narrateur ne se serait pas reconnu. Voilà, donc d'où mon choix du passé composé. Donc moi je diffuse cet extrait avec l'accord de mon client, j'ai tous les droits d'exploitation dessus et je voudrais vous mettre dans une ambiance détendue pour mieux apprécier ma lecture. Je vais lire pendant 25 minutes environ. L'idéal c'est que vous fermiez les yeux, laissez-vous porter par ma voix, par les mots, par vos sensations. Imaginez la Corse des années 1970
en laissant venir à vous les sons, les images et les odeurs qui vous parviennent. J'ai laissé bien évidemment le suspense pour la fin. À vous d'imaginer la suite qui vous passe par la tête. En tout cas, je ne vous la dévoilerai pas. À tout à l'heure. De Paris à Bonifacio, un changement radical. Lisa et Pascal nous ont invités à Bonifacio à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon. Nous étions conviés pour toute la saison de juin à fin septembre 1969. Le couple tenait une boutique de souvenirs. Craignant un flux massif de touristes et a fortiori un surcroît d'activité, Lisa et Pascal comptaient sur notre présence pour leur prêter main forte au magasin. Nous avons accepté leur invitation avec joie, en nous disant que le climat méditerranéen allait à coup sûr nous changer de la morosité parisienne. À Paris, nous avons embarqué dans l'avion à destination d'Ajaccio, et après notre atterrissage à l'aéroport en fin d'après-midi, Pascal est venu nous récupérer dans sa DS Citroën. 130 km séparaient Ajaccio, à l'ouest de la Corse, de Bonifacio, à l'extrême sud de l'île. Pendant 2h30, nous avons longé une route très sinueuse et étroite qui nous incitait à la plus grande vigilance. En effet, nous roulions du côté du ravin et la mer apparaissait en contrebas dans un très beau paysage de granit. Nous avons croisé çà et là des vaches qui traversaient et il fallait aussi faire attention aux sangliers. Pascal se montrait prudent et ralentissait au bon moment pour anticiper le danger. Comme en Inde, où les vaches sont sacrées, nous devions attendre que ces braves bêtes nous laissent passer. La boutique de Lisa et Pascal, érigée au portait le doux nom poétique de Avant la rencontre du couple à Paris, Pascal vivait sur l'île de Cavallo, qui fait partie de l'archipel des Lavezzi, dans les Bouches de Bonifacio. Un studio aménagé au-dessus de leur magasin allait devenir notre nid douillet. Quelle chance d'habiter là, et surtout quel changement de cadre par rapport à Paris. Nous n'en revenions pas. Nous avons été accueillis chaleureusement par la famille G. Notre fils était la vedette, car personne ne l'avait encore vu, hormis Cécile de Paris. Après une soirée conviviale en famille, nous sommes allés nous coucher chacun de notre côté. Lisa et Pascal ont rejoint la plage de Santa Manza, face aux îles Lavezzi, à 15 minutes de voiture du centre de Bonifacio. C'est là qu'ils résidaient. Le lendemain matin, nous avons fait un tour d'horizon de la boutique en nous formant à la connaissance des objets mis en vente. Pascal affectionnait tout particulièrement les cadrans solaires en pierre blanche qu'il fabriquait lui-même. Nous les trouvions jolis et fonctionnels, nous aussi. Au fond du commerce se trouvait un petit bar où l'on servait uniquement des boissons non alcoolisées et des cafés. Les clients pouvaient consommer à l'une des 4 tables posées sur la terrasse. Pascal n'avait pas de licence pour vendre des boissons alcoolisées, et il fallait éviter de faire concurrence au bar des amis. J'étais chargée de servir les clients, tandis que ma femme accueillait et conseillait ceux qui venaient acheter les souvenirs. Nous allions être 4 pour faire tourner cette boutique en pleine saison. Après ce tour d'horizon, M et moi sommes sortis de la boutique par la gauche parce que nous avions envie de nous promener sur les quais. Avant de vendre leurs poissons à la criée au port, les pêcheurs déposaient le surplus de poissons et de langoustes dans un bassin couvert appelé vivier à l'entrée du port de pêche. Les langoustes faisaient la réputation de Bonifacio. Les jours où la pêche était moins fructueuse, les pêcheurs puisaient dans ce vivier. Par mauvais temps, on pouvait même acheter des langoustes au vivier. Nous avons poursuivi notre balade en remontant le quai, que d'autres appellent également la marine. Nous sommes passés devant la Grimpette, passage obligé des bonifaciens et des touristes pour se rendre dans la ville haute, faute de passage piéton. Ce chemin pentu est entouré de remparts et conduit en son sommet à la porte de Gênes. Nous ne pouvions pas nous permettre d'aller plus loin, la boutique allant ouvrir à 10h. Mais avant, pour profiter un peu du temps qu'il nous restait, nous avons continué notre visite vers l'entrée de la marine.
Tout le long du quai, nous sommes allés observer les bateaux de pêche, les plaisanciers et les vedettes, transportant les touristes à la découverte des grottes, de l'archipel des Lavezzi, dont la seule île habitée est Cavalou, ainsi que d'autres sites incontournables. Les touristes embarquaient sur le quai Jérôme Comparetti et se préparaient à une excursion estimée à 1 heure. Parmi les attractions proposées, les vedettes pénétraient à l'intérieur de la grotte de Sdragonato, de telle sorte que les visiteurs, en levant la tête vers le ciel, apercevaient avec stupeur une ouverture en forme de carte de la Corse. Cette curiosité naturelle, épousant parfaitement la forme de l'île, méritait quelques prises de vue. La nature, et plus exactement la pluie, le vent, les vagues et les embruns, avaient sculpté d'autres reliefs tout aussi incroyables sur l'île. Ainsi, l'entrée de la grotte dite de Chapeau de Napoléon porte bien son nom, puisque vue de l'extérieur, elle avait la forme du fameux chapeau bicorne de Napoléon. À proximité de la tour génoise et du cimetière marin, les touristes pouvaient apercevoir l'escalier du roi d'Aragon, situé au 7 place Carrega, à Bonifacio, classé monument historique avec ses 187 marches sur une hauteur de 65 mètres et une inclinaison d'environ 45 degrés. La légende voudrait qu'il ait été creusé en une nuit par les troupes du roi en 1420. En réalité, cet escalier a été construit sur une durée beaucoup plus longue par les moines franciscains pour accéder à la source d'eau potable située dans une grotte au pied de la falaise. Il s'agit du puits Saint-Barthélemy qui n'est plus visible de nos jours. Pour accéder au cimetière marin qui faisait face à la mer, il fallait un laissez-passer. Faute d'en avoir un, je n'ai jamais eu l'occasion de le visiter. Nous avons repéré l'emplacement du ferry qui assurait 2 rotations par jour entre Bonifacio et l'île de la Maddalena en Sardaigne, distant d'1 heure. En basse saison, une seule rotation par jour était assurée. À Bonifacio, les habitants parlaient entre eux le bonifacien, un dialecte ligurien spécifique à la commune et différent du corse. Ce particularisme trouve ses origines dans l'histoire, car Bonifacio, en raison de sa situation géographique à la pointe sud de la Corse, est peuplé par des familles génoises qui ne s'allient pas aux familles corses. La Dolce Vita Corse nous plaisait tellement que nous avons décidé de prolonger notre séjour à la fin de la haute saison. En envisageant une installation durable, voire définitive, dans ce paysage de cartes postales, nous ne pouvions pas nous contenter de vivre d'amour et d'eau fraîche. Nous avions les pieds sur terre. Il fallait donc que je trouve du travail comme je l'avais fait à Paris par le biais du bouche à oreille. Ainsi, du 1er avril 1971 au 31 juillet 1971, j'ai exercé une activité de chauffeur à temps plein pour le compte de la clinique obstétrico-chirurgicale de Porto Vecchio, qui consistait à faire des courses suivant les besoins de l'établissement. Mon employeuse, Madame J, a été tellement satisfaite de mon travail qu'elle a écrit « Employé honnête et dévoué ». Je n'ai eu qu'à le louer de ses services à la clinique. Nous avons scolarisé V à l'école publique de Bonifacio, de la grande section de maternelle jusqu'au début du son CM1. C'était un élève sage et à l'écoute de ses maîtres. Tout allait bien professionnellement pour moi, mais comme nous avions besoin d'espace, mon épouse et moi avons quitté notre studio pour emménager dans un 2 pièces meublé au rue Saint-Dominique à Bonifacio à partir de 1971. Il était assez grand pour nous accueillir tous les 3. Nous étions à quelques mètres de la caserne de Mont-Laure, qui domine d'un côté les falaises de Bonifacio et de l'autre le port de Plaisance. C'était l'entrée de la Légion étrangère. En face du se tenait le bar de la Légion. La tenancière était une femme qui en imposait tant par son tempérament que par sa gentillesse et son sourire, chaque fois qu'elle nous croisait. Elle nous avait invités, ma femme et moi, à prendre un verre. Les légionnaires attablés au comptoir n'avaient pas intérêt à adresser à M des mots grivois. Autrement, la maîtresse des lieux les remettait à leur place. Les effectifs de la Légion étrangère avaient été réduits à la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Le 1er régiment de cavalerie était installé à Corté, avec un détachement à Bonifacio. Le bar des Amis, sur le quai Jérôme Comparetti, est un autre lieu qui a beaucoup compté pour moi. C'est à cet endroit précis que j'ai fait la connaissance de Jean Castel, célèbre propriétaire de club parisien surnommé le roi de la nuit. Lorsqu'il se porte acquéreur de l'archipel des Lavezzi en 1966, il obtient l'autorisation d'aménager l'île de Cavalou, d'une superficie de 112 hectares, pour en faire un lieu de tourisme de luxe.
Son emplacement stratégique dans le détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne, c'est-à-dire dans la partie la plus méridionale, se prêtait tout à fait à ce tourisme de luxe. Ses 15 kilomètres de côte baignée de soleil, ses criques, ses plages, ses rochers et ses mouillages faisaient de Cavallo le paradis des touristes fortunés et des vedettes. Sur les 7 îles que compte l'archipel des Lavezzi classées réserve naturelle, Cavallo est la seule île à être privée. En définitive, une île dans l'île. J'ai eu le privilège de me faire embaucher par Jean Castel par l'entremise du chauffeur de taxi Louis Di Meglio. Le bar des amis était le point de rendez-vous des clients du chauffeur de taxi. Un jour, ce dernier est allé récupérer Jean Castel à l'aéroport d'Ajaccio, puis l'a ramené au bar. C'est à ce moment-là que Louis m'a présenté à Jean Castel en l'informant que je cherchais du travail. C'était un dimanche 1er août 1971. Sans hésiter, Jean Castel a proposé de m'embaucher en qualité d'économe sur l'île de Cavallo. J'allais prendre mes fonctions dès le lendemain. Autant dire que j'ai été conquis par son offre, qui tombait à point nommé. La société de Jean Castel portait le nom de Serico. J'y ai été engagé du 1er août 1971 au 31 mai 1975 et mon employeuse était Yolande Castel. Durant cette période de 4 ans, je devais gérer tout seul un entrepôt de Cavallo qui servait à ravitailler les 2 restaurants de l'île. Cet ensemble était constitué de grandes chambres froides où l'on stockait les produits frais. Dans un autre espace, on rangeait toutes les marchandises non fraîches comme les boîtes de conserve, l'huile, le vinaigre, les pâtes, l'eau. J'inscrivais toutes les entrées et sorties de marchandises dans un cahier. Une péniche de débarquement transportait tous les matériaux destinés à la construction des bergeries en pierre sur l'île. En effet, les bergeries, contrairement aux villas, avaient l'avantage d'être cachées dans la végétation pour qu'on ne puisse pas les voir depuis la mer. Sur les hauteurs de l'île trônait un château d'eau qui alimentait les bergeries en eau potable. Avec mon camion, j'allais retirer les denrées à Bonifacio pour réapprovisionner mon entrepôt. Jusqu'au 31 mai 1975, Jean Castel était le seul patron de Cavallo et menait sa barque dans un univers de plaisir et de fêtes mondaines. Beaucoup d'artistes venaient passer leurs vacances à Cavallo. L'hôtel des pêcheurs hébergeait les clients fortunés de Paris et les vedettes de la chanson et du cinéma. Ils arrivaient soit en avion, soit par bateau et accostaient sur le ponton. J'allais parfois les récupérer en méhari sur la piste d'aviation qui se trouvait à l'autre bout de l'île, tout près du restaurant Le Palma. Mais souvent les clients préféraient marcher jusqu'au bar des pêcheurs. Dans ce cas, je ne rapatriais que les bagages. Outre mon poste de magasinier à l'entrepôt, j'étais serveur au restaurant Le Bar des Pêcheurs le soir venu. Avec Jean Castel, je recevais les clients avec une généreuse bouteille de champagne. Mimi, le cuisinier du bar, sabrait le champagne à la chaîne. Au demeurant, je n'en avais jamais bu autant de ma vie. De son vrai nom Dominique Pugliesi, Mimi a inspiré Albert Uderzo, l'auteur de la bande dessinée Astérix en Corse, pour créer son héros Ocaterine Tabella Chic-Chix, un chef de clan corse fier et susceptible. Le comble, c'est qu'avec ses cheveux noirs et ses traits méditerranéens, Mimi ressemblait physiquement au héros de la BD. La cuisine corse était surtout à base de charcuterie. Parmi ses spécialités, je me souviens du figatello, saucisse de foie en forme de U, de la coppa, du saucisson, du pâté, du jambon, mais aussi du poisson, du fromage à base de lait de brebis ou de lait de chèvre qu'on appelle le bruccio et que l'on retrouve dans de nombreux plats corses. Enfin, j'ai goûté le civet de sanglier et le stufato de veau aux olives. Les Corses étaient de bons vivants. Il se trouve que mes relations avec les Bonifaciens étaient excellentes à partir du moment où l'on n'allait pas leur chercher d'histoire et fouiner dans leurs affaires. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux et vice-versa. Cavallo n'était pas seulement une destination touristique prisée par la jet-set. Certains y ont fait bâtir leur maison, comme le milliardaire Jackie Seton, PDG de Pionnier France et propriétaire d'une villa de 330 mètres carrés. Le petit port qu'il a fait construire à une dizaine de mètres de sa villa, son permis de construire, lui a valu des démêlés avec la justice. De plus, il a entrepris ses travaux au mépris de la loi du littoral. Si l'on voulait faire bâtir sa maison sur l'île, il valait mieux respecter la loi. Parmi les célébrités qui séjournaient à Cavallo, j'ai eu la chance de croiser Catherine Deneuve, dont la fille Chiara Mastroianni, selon lui dire, aurait été conçue sur l'île. J'ai vu aussi Johnny Hallyday et Gilbert Bécaud, sans pour autant côtoyer ce beau monde. Lorsque j'avais le plaisir de me retrouver en famille avec ma femme et mon fils, nous allions souvent piquer une tête à la plage de Palombaggia,
à 27 km de Bonifacio en voiture. Nous mettions ainsi 33 minutes pour arriver sur l'une des plus belles plages de Porto Vecchio, où il faisait bon nous imbiber de ces eaux cristallines. Ayant l'avantage de vivre en Corse à l'année, nous avons eu le loisir de visiter Ajaccio, Corte, Bastia, et de nous arrêter sur la route pour admirer une tête d'éléphant en bloc de granit rose posée sur un rocher, ainsi que le lion de Rocapina. Ces représentations étaient naturelles, à l'exception de la couronne posée sur la tête de lion. À l'occasion des fêtes de Noël, nous étions plusieurs familles à être invitées par Jean Castel. Les enfants ont reçu un petit cadeau, tandis que les adultes ont eu droit à un repas festif arrosé au champagne. À partir du 7 mai 1975, nous avons déménagé, M et moi, au rue du Général de Gaulle, dans un 3 pièces. Ce sera notre troisième et dernière adresse jusqu'à mon départ de Bonifacio en septembre-octobre 1978. Notre demeure avait la particularité d'être construite sur la citadelle de Bonifacio, à flanc de falaise, et dominait naturellement la mer. La vue imprenable sur les eaux turquoises nous paraissait exceptionnelle. L'actrice Marie-Josée Nat, née le 22 avril 1940 à Bonifacio, était notre voisine dans l'immeuble mitoyen du nôtre. Sous les ogives, son balcon était repérable de la mer par tous les vacanciers. Elle nous saluait toujours très courtoisement avec un sourire, mais nous n'avons pas eu l'occasion de faire plus ample connaissance. Depuis notre 3 pièces, nous avions la chance d'apercevoir de nos yeux émerveillés, à la nuit tombante, les lumières de l'archipel de la Maddalena et ses eaux turquoises. Dans notre rue, nous avons remarqué les allées et venues d'un pauvre chien errant que nous trouvions mignon, mais qui paraissait triste et boiteux. Intrigués, nous ignorions s'il avait un maître, alors nous nous contentions de lui apporter à manger et surtout à boire au bas de notre immeuble. Quand le chien nous voyait, se mettait à nous suivre, certainement pour réclamer encore de la nourriture et de l'eau. Comme nous n'avions pas de croquettes, nous lui donnions ce que nous trouvions. Prise d'affection pour ce chien, M décide un jour de le conduire dans sa Volkswagen chez le vétérinaire à Porto Vecchio. Il s'avère qu'il souffrait d'une légère fracture de la patte. Après l'avoir soigné, le vétérinaire nous a remis le carnet de santé du chien, et à partir de ce jour-là, nous avons décidé de le garder à la maison pour nous occuper de lui. C'était notre chien désormais, et de fait, nous l'avons baptisé Jojo. V, âgé de 6 ans, était tout content d'avoir un animal de compagnie très affectueux, si bien que ce dernier dormait dans la chambre de V, au pied de son lit. Au bout d'1 an et demi, en pleine fête de Noël, nous avons reçu la visite surprise des gendarmes. Ils sont montés nous prévenir qu'un homme patientait en bas et qu'il voulait récupérer son chien. Il s'agissait de l'ex-propriétaire du chien. Autant dire que la visite impromptue des gendarmes a quelque peu gâché la joie des préparatifs de la fête anniversaire de V. Quelques mois plus tard, les événements d'Aléria, les 21 et 22 août, vont être le point de départ de la création du FLNC, Front de Libération Nationale Corse, 1 an plus tard. Ces événements font référence à l'occupation par des résistants de l'ARC, Action régionaliste corse, d'une cave viticole tenue par un rapatrié d'Algérie, impliqué dans le scandale des vins. En effet, les Corses supportaient mal l'attribution de l'eau viticole aux pieds noirs au détriment des producteurs locaux. S'ensuivent de violents affrontements, et plus tard la vague d'attentats nationalistes contre les non-corses. Après la cessation d'activité de Serico au 31 mai 1975, Jean Castel, en déficit, s'associe à la banque Paribas, qui crée la CODIL, Compagnie des îles Lavezzi pour l'aménagement de Cavallo. Ainsi, à compter du 1er janvier 1977, je suis devenu salarié pour 50% de la CODIL et pour 50% de l'association syndicale. Heureusement, je continue à travailler sur l'île de Cavallo, dirigée par M. Dominique Vaca. Une fois par an, un comptable, MP, venait vérifier mon entrepôt et dressait un procès-verbal. Il était si impressionné par la tenue de mes cahiers qu'il me couvrait d'éloges dans son procès-verbal. Il m'incitait même à suivre des cours de comptabilité, considérant que je serais un très bon comptable. Le directeur de la CODIL, Jean-Paul Masse, était content, et moi j'étais flattée par ses compliments. Je ne m'attendais nullement à être citée sur le PV. Seule, je tenais à la fois la comptabilité des restaurants et celle des poids et mesures. En 1977, à l'occasion des journées portes ouvertes, nous avons emmené V visiter la base aérienne 126 de Solenzara, située à 70 km de Bonifacio, à 1 heure de route. Ce jour-là,
nous avons installé V à l'intérieur de l'avion, le temps de le prendre en photo avec le toit ouvrant. En raison d'un surcroît d'activité, la société m'a demandé d'assurer mes fonctions du 1er juin 1978 au 20 septembre 1978 en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 12 000 francs. Étant soumis à cette obligation, je ne pouvais pas rentrer à la maison, et en conséquence, M était seule à s'occuper de V. Néanmoins, elle était devenue plus indépendante depuis l'obtention de son permis de conduire. Avec sa Volkswagen, elle pouvait emmener notre fils à la plage et faire ses courses. Une nuit, alors que j'étais toujours à Cavallo, j'ai eu la vie sauve en refusant une traversée qui aurait pu m'être fatale. En effet, le pilote d'un hors-bord âgé d'une 30aine d'années qui allait chercher les clients à Bonifacio m'a demandé si je voulais qu'il me ramène auprès de ma femme et de mon fils. J'ai poliment décliné son invitation, parce que d'une part, je n'étais pas attendue, et d'autre part, parce qu'il était tard, et je ne voulais pas les réveiller. Dans son bateau se trouvaient 3 membres du personnel. Il faisait une nuit noire à Cavallo. Le drame est survenu au moment où le pilote a quitté les bouches de Bonifacio. Il s'est mal engagé, de sorte qu'il a accidentellement heurté un rocher. Sous la violence du choc, son bateau s'est écrasé. Tout le monde savait que c'était un excellent nageur, mais comme les pompiers l'ont retrouvé mort au fond de l'eau, on disait qu'il avait dû être blessé sur le coup et succomber à ses blessures. Les autres passagers se sont noyés. Si j'avais été parmi eux cette nuit-là, ne sachant pas nager, je me serais noyée également. M, le lendemain, m'a appelée. Elle avait entendu parler de l'accident dans les médias. Il faut dire que je l'avais échappé belle, mais j'ai quand même eu de la peine pour ce pauvre pilote. Un autre événement aurait pu également me coûter la vie, ainsi que celle de V et de M, si je n'avais pas eu le bon réflexe. Un jour, nous avons décidé de nous offrir une virée à la plage de Palombagia en Volkswagen. Nous étions encore loin de notre destination, quand tout à coup, un obstacle s'est dressé face à nous. Je ne l'avais pas suffisamment anticipé. Notre fils était assis sur les genoux de ma femme sur le siège passager avant. J'ai pilé d'un coup sec pour éviter l'obstacle. Mais le choc a été si fort que V a brutalement heurté le tableau de bord, ce qui lui a valu une blessure sous la paupière. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu une ceinture de sécurité à l'avant comme à l'arrière dans cette voiture. Il faudra attendre le 1er juillet 1973 pour que le port de la ceinture de sécurité devienne obligatoire à l'avant, puis le 1er octobre 1990 à l'arrière. Nous nous sommes rendus à la pharmacie pour soigner la blessure de V, puis aux urgences d'Ajaccio. Par chance, nous avons été reçus tout de suite et le personnel soignant nous a assuré qu'il n'avait rien de grave. La route de Bonifacio jusqu'à Ajaccio se trouvait du côté du rocher. En revanche, la route du retour se situait, elle, du côté du ravin, et il fallait donc faire très attention. Malheureusement, je n'ai pas été aussi vigilant que Pascal le premier jour où nous avons roulé d'Ajaccio à Bonifacio. Alors, dans un virage étroit et très dangereux, notre voiture s'est trouvée nez à nez avec un gros car que je n'avais pas vu arriver. Par miracle, je ne sais comment, j'ai effectué une manœuvre qui nous a sauvés tous les 3. Pour éviter que la voiture au bord du ravin se précipite dans le vide, j'ai braqué brusquement mon volant à gauche. Ainsi, l'avant de la voiture s'est retrouvé face au rocher sans le heurter, presque de l'autre côté du car. L'accident avait été évité de justesse. Nous étions indemnes. Nous sommes restés tremblants avant de retrouver peu à peu nos esprits. Le conducteur du car est descendu de son véhicule pour vérifier que nous allions bien. Ouf, plus de peur que de mal. L'année 1978 a vu se succéder une série de drames venus entacher la réputation de l'île. Il y a eu tout d'abord le drame de Cavallo, survenu dans la nuit du 18 au 19 août. Le prince héritier d'Italie, Victor Emmanuel de Savoie, qui possédait une maison sur l'île et collectionnait les armes, a été inculpé pour avoir tiré accidentellement sur un jeune touriste allemand de 19 ans qui dormait dans un bateau. La victime est amputée d'une jambe à l'hôpital de Marseille, puis succombe à ses blessures 4 mois plus tard. D'autres faits de violence ont été perpétrés par le FLNC. Tant que Jean Castel remettait la valise à billets au FLNC, il pouvait mener sa barque comme il l'entendait. Mais à la suite de sa coalition avec Paribas, la banque a refusé de remettre des valises au FLNC, arguant que c'était l'argent de leurs clients. Les négociations étant rompues,
le groupuscule a coupé les amarres du bateau que les employés de Bonifacio prenaient à Piantarella, de sorte qu'il a échoué sur les rochers. Un autre petit bateau a été plastiqué. Piantarella était le point de rendez-vous des bateaux pour nous rendre sur l'île de Cavallo. L'événement qui a conduit à mettre la clé sous le paillasson a été l'explosion de la péniche servant au ravitaillement de l'île pour les besoins alimentaires et les besoins des constructions des bergeries. Sans cette péniche, l'activité qui faisait vivre Cavallo jusque-là s'est éteinte. J'ai poursuivi mon service jusqu'au 13 décembre 1978. Cependant, Castel ne pouvant plus assurer seul la continuité, l'activité a été mise en arrêt le 21 décembre 1978. Et tout le personnel dont je faisais partie a été licencié. Compte tenu du préavis légal, la cessation de mes fonctions devenait effective à partir du 20 mars 1979. Jusqu'à cette date, j'ai continué à percevoir mon salaire. Qu'allions-nous devenir ? Après ces 9 années passées sur l'île, les adieux à la Corse étaient déchirants. Nous voulions y rester, mais financièrement, c'était impossible. C'est déjà fini. Vous pouvez ouvrir les yeux. Non, vous les aviez gardés ouverts pour admirer le joli diaporama de photos qui défilait ? Bien. Vous avez aimé mon extrait ? Vous voulez que je fasse de votre histoire un livre ? Quel que soit votre profil et votre objectif, je suis à votre écoute pour étudier votre projet en toute confiance. 3 prérequis seulement sont exigés pour garantir la réussite de votre projet. 1. Être très motivé, sachant que la collaboration dure entre 6 et 12 mois. 2. Avoir un budget global d'environ 4 000 €. Des facilités de paiement vous seront accordées. 3. Disposer d'un ordinateur et savoir se servir du traitement de texte. Ça vous dit ? Alors, rendez-vous sur mon site internet pour me joindre https://www.laplumedepierrot.com. À bientôt!